Pour l'exercice 12, donc on a une application dont on nous demande de prouver qu'elle est linéaire entre deux espaces de matrices, mais par rapport à ce que l'on a fait jusqu'à présent, ce ne sont pas des matrices avec une seule colonne, mais des matrices avec deux colonnes et deux lignes. Donc on a la matrice A, que je remets ici, qui est 1, moins 1, 0, 1, et l'application F, qui va de M2 de R dans M2 de R, et qui a une matrice M associe la matrice AM moins la matrice MA. Je vous rappelle que le produit de matrice n'est pas commutatif, donc on n'a pas forcément AM moins MA qui est égal au vecteur nul, c'est-à-dire on n'a pas forcément AM égale MA. Première question, on nous demande de prouver que F est linéaire. Quand on vous dit F appartient à L de quelque chose, c'est que F est linéaire. Donc pour prouver qu'une application est linéaire, c'est toujours pareil. Je me donne un réel lambda et je vais me donner deux matrices. Alors je vais les appeler par exemple M1 et M2 dans mon ensemble M2 de R. Et je vais essayer de prouver que f de lambda M1 plus M2 est égal à lambda f de M1 plus f de M2. Qu'est-ce que c'est que f de lambda M1 plus M2? J'applique tout simplement ce qui est ici en remplaçant M par cette chose-là. Donc j'aurai A multiplié par lambda M1 plus M2 moins M, oui M, donc lambda M1 plus M2 multiplié par la matrice A. Et je vais utiliser des propriétés de, de la multiplication de matrices. Ici, la multiplication de matrices, elle n'est pas commutative, non surtout pas. Elle est distributive et elle va être associative. Donc ici, quand je développe, j'aurai lambda A M1 plus A M2 moins lambda A M1 moins lambda M1A moins M2A. Je vous rappelle qu'elle n'est pas commutative, donc l'ordre est important. Maintenant, je regroupe ce qui est en M1, donc j'aurai lambda A M1 moins lambda M1A plus AM2 moins M2A, donc ça c'est assez pratique, c'est directement F de M2, et là je n'ai plus qu'à mettre lambda en facteur, j'aurai lambda facteur de AM1 moins M1A plus AM2 moins M2A écrit en petit. Ici je repère F de M1, ici je repère F de M2. Donc finalement je viens de prouver que F de lambda M1 plus M2 c'est lambda F de M1 plus F de M2. C'est fini pour cette question. Je peux en conclure que F est linéaire, c'est-à-dire que F est dans L de M2 de R. La deuxième, on nous demande de déterminer l'image et le noyau et de donner une base de chacun de ces sous-espaces vectoriels. Donc qu'est-ce que c'est que le noyau de F? C'est l'ensemble des matrices M appartenant à M de R, telles que AM moins MA est égal à la matrice nulle. Enfin bon, l'accolade ça va mieux. C'est-à-dire l'ensemble des matrices M appartenant à M2 de R, telles que AM égale MA. En d'autres termes, c'est l'ensemble des matrices qui commutent avec la matrice A. Et là, on n'a pas d'autre choix que de se donner une matrice M et de regarder les coefficients. Donc, je me donne une telle matrice et je vais regarder ce que ça me donne. Ça va me donner un système et en le résolvant, on aura une idée de la matrice M, ce qui nous permettra ensuite d'en déduire le noyau de F et en l'écrivant comme espace vectoriel engendré, on pourra avoir une base. Donc on doit avoir AM, c'est-à-dire la matrice
1, moins 1, 0, 1, multiplié par A, B, C, D. On va faire ce produit matriciel. Donc une fois A moins une fois C, donc on aura A moins C. Ici on aura une fois B moins une fois D. Ici on aura juste C et ici on aura juste D. Donc voilà pour la matrice AM. On va faire la même chose pour la matrice MA. Ici, quand je fais ce calcul, donc je vais avoir A plus B fois 0, donc A. Ensuite, on aura moins A plus B. Ici, on aura juste C. Et ici, on aura moins C plus D. Et donc, on doit avoir, comme AM égale MA, les coefficients doivent être les mêmes. Donc A moins C doit être égal à A. B moins D doit être égal à moins A plus B. C doit être égal à C. Bon, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et D doit être égal à moins C plus D. Comme A moins C doit être égal à A, on peut tout de suite donner la valeur de C qui doit être égale à 0. C'est pas possible autrement, hein. Si A moins C est égal à A, obligatoirement C égale 0. Bon. Ensuite, là-dedans, vous allez avoir C égale C qui est toujours vrai. Donc ne nous intéresse pas, on peut retirer cette équation-là. Si je reporte C égale 0 là-dedans, j'obtiens D égale D. Donc ça ne nous intéresse pas non plus. Si je regarde dans cette équation-là, j'ai B moins D égale A plus B. Donc j'aurai moins en soustrayant B là-dedans. On va avoir moins D égale moins A. Ou si vous préférez, on doit avoir C égale 0 et on doit avoir A égale D. Ce sont les deux seules contraintes que l'on ait. Le B, on ne l'a pas autrement qu'ici. Et puis le fait que C égale C et ici D égale D, ne nous aide pas. Donc voilà nos contraintes. Pour être dans le noyau, il faut que C soit égal à 0 et que A soit égal à D. Je rajoute une page. Donc, en fait, il va exister un réel B, un réel D dans R carré, tel que la matrice M, ce soit A qui est égal à D, B qui est B, C qui est 0 et D qui est D. Voilà à quoi va ressembler notre matrice. C'est une matrice qui doit être triangulaire supérieure avec ses deux coefficients diagonaux qui sont égaux. Maintenant, cette matrice, il faut que je l'écrive autrement. J'aurai D multiplié par la matrice 1, 1, 0, 0 qui est la matrice identité en fait, hein, plus B multiplié par la matrice 0, 1, 0, 0. En d'autres termes, le noyau de cette application linéaire, ça sera l'espace vectoriel engendré par ces deux matrices, c'est-à-dire par la matrice identité et la matrice 0, 1, 0, 0. Voilà qui détermine le noyau comme espace vectoriel engendré. On nous demandait de déterminer une base du noyau également. Remarquez que ce que l'on a écrit ici nous permet d'en déduire que ces deux vecteurs-là forment bien une base de l'espace vectoriel engendré. Pourquoi? Parce qu'on a écrit ici une matrice M quelconque de notre espace sous forme d'une décomposition unique suivant ces deux vecteurs-là. Donc ça ici, c'est bien une base de Ker de F. Cette décomposition-là, clairement, elle est unique, hein, vu la tête de la matrice. On ne pourra pas faire la décomposition autrement. On peut le prouver, hein, que la décomposition est unique. On va peut-être le faire remarquer. On va peut-être prouver l'unicité, même si elle paraît évidente, parce que prouver une unicité, c'est quelque chose qui peut toujours être intéressant à savoir faire. Prouvons
Alors donc soit M égale D dB0. Prouvons que la décomposition est unique. Et pour prouver l'unicité, la méthode est presque toujours la même. On suppose qu'il y en a deux et on montre, suivant les cas, soit que ça mène à une incompatibilité, soit que les deux en fait sont égales. Donc je dis que supposons que M est forcément égal à D multiplié par 1, 0, 0, 1, plus B multiplié par 0, 1, 0, 0. Et on suppose qu'il existe, alors supposons que, j'aurais dû le mettre ici, il existe deux coefficients alpha et bêta, tels que ça ce soit égal aussi à alpha multiplié par 1, 0, 0, 1, plus bêta multiplié par 0, 1, 0, 0. Et il faut montrer que alpha égale D et que bêta égale B. Ça revient à dire que la matrice, si je fais tout le calcul, hein, ici j'ai DB 0D, est égal à alpha, bêta, 0, alpha. Et donc ce qui revient à dire, par égalité des coefficients, que D égale alpha, que B égale bêta, que 0 égale 0 forcément, et que D égale alpha, en disant que chaque coefficient doit être le même. Donc finalement, ce qui nous importe, c'est que alpha égale D, et que bêta égale B, la décomposition est unique. Donc notre ensemble de deux matrices est bien une base de ker F. Donc pour image de F, on se donne une matrice que je ne vais pas appeler M, hein, mais que je vais appeler, comment je peux l'appeler, P par exemple, qui sera égale à A, B, C, D, dans M21 de R. On cherche une matrice qui sera en quelque sorte un antécédent, donc elle, je vais l'appeler X, Y, Z, T, appartenant elle aussi à M21 de R, tel que AM moins MA soit égal à cette matrice P. Il me faut de la place en plus. Ce qui revient à dire que, alors, AM, j'aurais dû garder ABCD parce qu'on l'avait déjà fait. Ici, donc, on aura... c'est M22, c'est M22, bonne remarque. C'est M22. Hein. Donc M2 de R, tout simplement. C'est l'habitude, hein, la mauvaise habitude, hein, faut dire les choses, qui me fait écrire ça. On a déjà fait les calculs juste au-dessus, je vais les reprendre. Donc ici, la matrice AM, si je reprends ce que l'on a fait avant et que je transpose, on aura X moins Z, Y moins T, Z et T, moins la matrice MA, on aura X, on aura moins X plus Y, on aura Z et on aura moins Z plus T. Et ça doit être égal à la matrice P qui est AB, CD. Ce qui revient à dire que, alors, x moins z plus x, 2x moins z. Ici, on aura 2y moins x moins t. C'est pas additionné, c'est soustrait. Si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas aller. Donc on aura x moins z moins x. Donc on aura juste moins z. Y moins t. Moins moins x, donc plus x et moins y. J'aurai donc x moins t ici. Ensuite, z moins z, 0. Et t moins z plus t, donc j'aurai juste z.
Et ça doit être égal à A, B, C, D. Si j'ai pas fait d'erreur. Et donc on aura le système suivant. Moins Z doit être égal à A. X moins T doit être égal à B. 0 doit être égal à C. Et Z doit être égal à D. Vous remarquez déjà que le système ne peut avoir de solution que si C égale 0. Je vous rappelle que ce qui est fixé, c'est A, B, C, D, et nos inconnus, ce sont X, Y, Z, T. Le système ne peut avoir de solution que dans le cas où C est égal à 0. Donc bien sûr, on va se placer dans ce cas-là. Donc on aura ici Z égale moins A. Z est égal à D. Et X moins T est égal à B. Remarquez qu'il faut ici également que A soit égal à moins D. J'aurais pu le dire avant aussi. On aurait pu le voir juste avant. On ne peut avoir de solution que dans le cas où D égale moins A, ce qui nous donne une deuxième contrainte. Et donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez Z égale A, et X, par exemple, est égal à B moins T, donc vous avez une solution, même une infinité de solutions. Donc dans ce cas-là, le système a une infinité de solutions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que donc, la matrice P égale A, B, C, D, elle appartient à IM de F si et seulement si C égale 0 et D est égal à moins A. C'est-à-dire si et seulement si il existe en fait donc pour être dans IM de F, il faut qu'il existe deux réels A et B, tels que P soit égal à A, B, C doit être égal à 0 et D doit être égal à moins A. C'est-à-dire qu'ici on aura A multiplié par 1, 0, 0, moins 1, plus B multiplié par 0, 1, 0, 0. Même chose, je ne vais pas le refaire, mais on pourrait montrer l'unicité de la décomposition de la même façon exactement que ce qu'on a fait avant. Toujours est-il que IM de F sera vect de ces deux vecteurs-là, et que ces deux vecteurs-là forment une base de IM de F. Il suffirait de redémontrer l'unicité, mais c'est exactement la même chose que l'on a fait avant. Vous remarquez que la seule différence avec ce qu'on avait avant, c'est qu'ici il y a un moins. Ça ne change pas du tout la méthode, mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. De comparer dim de ker de f plus dim de im de f à la dimension de m2 de r. On sait que ker de f est engendré par deux vecteurs et que c'est une base de cet ensemble. Donc la dimension de ker de f, ça sera 2. Je vous rappelle que la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une de ces bases et que toutes ces bases ont le même nombre d'éléments. Dim de im de f, c'est encore au-dessus deux vecteurs qui en forment une base, donc sa dimension c'est 2. Maintenant, il faut regarder la dimension de M2 de R. Si je me donne une matrice M dans M2 de R, eh bien je peux écrire cette matrice comme étant A multiplié par la matrice 1, 0, 0, 0, plus B multiplié par la matrice 0, 1, 0, 0, plus C multiplié par la matrice 0, 0, 1, 0, plus D multiplié par la matrice 0, 0, 0, 1. On peut démontrer, de la même façon que ce qu'on a déjà fait une fois, que cette décomposition est unique. Donc ici, vous avez une famille de 4 vecteurs qui forment une base de M2 de R.
En théorie, il faudrait démontrer l'unicité de la décomposition. On l'a déjà fait, vous remarquerez que si on écrit une autre décomposition, ça reviendra à dire que A égale alpha, B égale bêta, C égale gamma et D égale delta. Donc quelle est la dimension de M2 de R? Cette dimension, j'ai 4 vecteurs, elle vaut 4. Et on peut remarquer que la dimension de ker F plus la dimension de l'image de F est égale à la dimension de M2 de R. Ça, c'est un théorème qui est toujours valable, que vous verrez l'année prochaine, qui s'appelle le théorème du rang. Vous verrez pourquoi il porte ce nom. Et qui nous dit que quand j'ajoute la dimension du noyau d'une application linéaire à la dimension de son image, j'obtiens toujours la dimension de l'espace de départ.